Ma mère a installé un logiciel espion sur mon téléphone. Elle l'a regretté quand je ne lui ai rien donné à craindre. Après que ma mère a surpris mon père en train d'envoyer des SMS à des filles mineures sur Telegram, elle m'a acheté un tout nouvel iPhone. Un jour plus tard, j'ai remarqué que son écran s'allumait sans raison. Il s'est avéré qu'elle avait téléchargé une application espionne qui lui permettait de tout voir. Messages, pellicules photos, localisation lorsqu'elle allumait mon écran. Le jour même, elle m'a coincé dans la cuisine, brandissant son propre téléphone comme une arme. Pourquoi as-tu dit à Jess que tu étais triste? Tu n'as aucune raison d'être déprimée. Elle a en fait lu mon message à voix haute, mot pour mot d'une voix moqueuse. Elle a dit que je cherchais de l'attention, tout comme mon père. J'ai souri. Un sourire très calme qui l'a fait reculer de quelques pas. Tu sais quoi? Tu as raison, je n'ai rien à cacher. Le lendemain matin, j'ai commencé à lui envoyer des SMS sur tout. Et je veux dire tout. Marcher jusqu'à la cuisine, ouvrir le réfrigérateur, choisir le lait, verser le lait. Mon téléphone est devenu un journal minute par minute. Respirer, cligner des yeux, penser au petit déjeuner. Au début, elle a adoré. Elle a commencé à se vanter auprès de ses amis divorcés pendant leur soirée vin. Contrairement à mon ex, je sais exactement ce qui se passe. Il n'y a pas de secret dans cette maison. Mais au 3e jour, son téléphone vibrait sans arrêt. Des centaines de notifications de ma part. Et après seulement une semaine, elle perdait déjà son sang-froid. « Arrête d'envoyer autant de SMS !» a-t-elle crié pendant le dîner. J'ai fait semblant d'être confuse. « Mais tu as dit qu'il n'y a pas de secret. Je suis parfaitement tes règles. » Elle ne pouvait pas se plaindre parce que je faisais exactement ce qu'elle avait demandé. Elle n'avait aucune idée à quel point cela allait lui retomber dessus, car plus je jouais avec elle, plus elle devenait dépendante de mes micro-mises à jour. Si j'oubliais d'envoyer un message pendant 30 minutes et que je n'étais pas en classe, elle appelait l'école, demandant à un professeur de me surveiller. Une nuit, elle a même appelé la police parce que ma localisation montrait que j'étais assise immobile trop longtemps sur un banc de parc sans lui envoyer de SMS sur le type d'arbre à côté duquel j'étais assise. Je pensais qu'elle essayait de me donner une leçon. Mais quand je suis rentrée à la maison ce soir-là, elle m'a attrapée par les épaules avec un regard maniaque dans les yeux, répétant quelque chose à propos de « le silence signifie des secrets » et papa est devenu silencieux quand il envoyait des messages. Pendant 2 semaines, les choses ont empiré. Elle ne mangeait pas, elle ne dormait pas, elle fixait juste son écran. Elle a commencé à dormir devant ma porte. Je l'entendais respirer, attendant que je fasse un bruit. Puis, un jour, je suis rentrée à la maison et toutes les portes de notre maison avaient disparu. J'ai marché dans la maison sous le choc, mon cœur battant plus fort à chaque cadre manquant. Des caméras de sécurité étaient stratégiquement placées à chaque coin, leurs lumières rouges clignotant comme des yeux. Elle en avait même placé 2 au-dessus de mon lit, pointant directement vers mon oreiller. Quand je l'ai finalement trouvée, elle était assise silencieusement dans le salon, regardant les images de la caméra de sécurité. Quand elle m'a regardée, ses yeux brillaient d'une joie terrifiante. Maintenant, « Nous pouvons être proches », a-t-elle dit, ouvrant les bras. « Pas de barrière, pas de secret, comme avant que papa ne nous détruise. Eh bien, si elle voulait un spectacle, je le lui donnerais. » J'ai décidé de simuler une perte de tête, de lui donner les images les plus dérangeantes possibles. J'ai commencé à parler aux caméras comme si elles étaient mes amies. « Bonjour, caméra 3. Oui, je te vois aussi, caméra 4. » Je m'asseyais dans les coins, me balançant d'avant en arrière pendant des heures, chuchotant des absurdités. Parfois, je regardais simplement une caméra sans cligner des yeux jusqu'à ce que mes yeux pleurent. J'ai continué pendant des semaines, devenant plus perturbatrice chaque jour, mangeant avec mes mains, dormant par terre, dessinant des motifs invisibles sur les murs. Je ne sais pas ce qu'elle voulait que je fasse. Je savais juste que ça faisait du bien d'avoir une sorte de contrôle sur la situation. Puis, un matin, je me suis réveillée et quelque chose n'allait pas. Ma tête était froide et toute la pièce sentait l'eau de Javel mélangée à quelque chose de chimique et d'étrange. Je l'ai touchée et j'ai senti de la peau là où il devrait y avoir des cheveux. J'ai immédiatement couru vers le miroir de la salle de bain et j'ai failli crier. J'étais complètement chauve. Pas un seul cheveu ne restait. C'est alors qu'elle est entrée derrière moi et j'ai vu son reflet dans le miroir. Sur sa tête, il y avait une perruque. Je l'ai touchée alors que l'adrénaline pompait dans mon corps. « Maman, est-ce mes cheveux ?» Elle a hoché la tête avec enthousiasme et a souri. « Maintenant, tu ne peux rien me cacher », a-t-elle chuchoté, passant ses doigts sur mes cheveux,
sa perruque. Même tes pensées étaient sous ses cheveux. Ses yeux étaient vides. Plus les yeux de maman. Quelque chose d'autre regardant à travers son visage. Elle a sorti des tondeuses électriques, toujours en marche, toujours chaudes. Tes sourcils sont les suivants, a-t-elle dit doucement. Alors nous verrons ce que tu penses vraiment. Et ce qu'elle a fait ensuite m'a fait réaliser que je ne m'échapperai jamais. Je me suis réveillée sur le sol de la salle de bain, où je m'étais évanouie après qu'elle soit partie. Ma main a automatiquement atteint ma tête et n'a trouvé que de la peau lisse là où mes cheveux étaient. Le carrelage froid pressait ma joue, et l'odeur chimique flottait toujours dans l'air, me retournant l'estomac. La perruque qu'elle avait faite avec mes propres cheveux reposait sur le comptoir comme un trophée. Les mèches que j'ai cultivées pendant des années lui appartenaient, maintenant. Je me suis levée péniblement, et mes bras tremblaient d'être dans la même position pendant des heures. Mon téléphone a vibré avec un SMS d'elle me demandant pourquoi je ne répondais pas, et j'ai réalisé que j'avais peut-être 30 secondes avant qu'elle ne vienne vérifier. J'ai attrapé mon téléphone et tapé que j'étais dans la salle de bain, puis je me suis éclaboussé le visage d'eau froide pour me réveiller complètement. Me regarder dans le miroir était étrange parce que la personne qui me regardait ne me ressemblait plus. Juste un enfant chauve et effrayé qui avait besoin de survivre assez longtemps pour s'échapper d'elle. J'ai su avec une certitude absolue que je ne pouvais pas continuer à vivre comme ça, que quelque chose devait changer ou elle me prendrait tout pièce par pièce jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Je me suis forcée à suivre ma routine matinale pendant qu'elle me regardait depuis le seuil, son téléphone à la main traçant chaque notification que j'envoyais. J'ai ouvert le robinet et je lui ai envoyé un SMS pour lui dire que je me lavais le visage. Puis je me suis effectivement lavé le visage, pendant qu'elle hochait la tête comme si je faisais quelque chose d'impressionnant. Me brosser les dents a nécessité 3 SMS séparés, parce qu'elle voulait savoir quel dentifrice je choisissais et combien de temps je brossais chaque section. Mes choix de vêtements étaient limités car elle avait caché la plupart de mes sweats à capuche et tout ce qui avait des poches assez profondes pour cacher des choses. Alors, je lui ai envoyé un message pour choisir entre une chemise bleue et une grise. Elle a répondu immédiatement en me disant de porter la grise parce que le bleu me faisait paraître furtive, quoi que cela veuille dire. J'ai mis un jean et des chaussettes tout en tapant chaque action. Mes doigts bougeaient automatiquement maintenant après des semaines de cette routine. Elle m'a souri depuis le seuil comme si nous partagions un agréable moment mère-fille au lieu qu'elle surveille chacun de mes mouvements via des caméras et des SMS. J'ai attrapé mon sac à dos et elle m'a suivi en bas, ses yeux ne me quittant jamais pendant que je versais des céréales et lui envoyais un SMS que le lait était froid. À l'école, j'ai gardé la tête baissée et j'ai commencé à tester les limites de sa surveillance en basculant brièvement mon téléphone en mode avion pendant le changement de classe. Mes mains transpiraient en voyant la petite icône de l'avion apparaître en haut de mon écran, sachant qu'elle verrait ma localisation se figer de son côté. J'ai marché de l'anglais à l'histoire et j'ai compté les secondes, me demandant combien de temps il lui faudrait pour le remarquer. 30 secondes se sont écoulées, puis 60, et j'ai commencé à penser que peut-être le système avait un décalage que je pourrais utiliser. Mais ensuite, mon téléphone s'est reconnecté et ces SMS frénétiques ont commencé à affluer l'un après l'autre, demandant où j'étais et pourquoi j'étais devenue sombre, et si je lui cachais quelque chose. Je les ai comptés au fur et à mesure qu'ils apparaissaient, 8 SMS en l'espace de peut-être 10 secondes, et j'ai remarqué que son temps de réponse était inférieur à 90 secondes à partir du moment où j'avais déconnecté. Cette information m'a semblé importante d'une manière ou d'une autre, comme si savoir exactement à quel point la laisse était serrée m'aiderait à comprendre comment l'enlever. J'ai répondu que mon téléphone avait mal fonctionné, et elle a répondu par un long message disant que je ferais mieux de ne pas lui mentir comme papa a menti. Pendant le déjeuner, je me suis enfermée dans un box de toilette et j'ai utilisé la caméra frontale de mon téléphone pour prendre des photos de ma tête rasée sous plusieurs angles, m'assurant que les horodatage étaient visibles dans le coin. Mes mains tremblaient en tenant le téléphone et en capturant les plaques inégales où elle avait appuyé trop fort avec les tondeuses, les petites coupures qui guérissaient encore, l'absence totale de cheveux qui me faisait paraître malade. J'ai pris 12 photos au total, alternant entre les vues avant et arrière, m'assurant que le carrelage de la salle de bain était visible en arrière-plan pour qu'il soit clair où j'étais. Chaque photo ressemblait à une preuve, comme la preuve que ce n'était pas normal, et que je n'étais pas folle de penser que quelque chose n'allait vraiment pas. J'ai gardé mes mains fermes pour les dernières prises, car je savais que cela pourrait être la seule preuve que j'aurais si elle décidait de dire aux gens que je m'étais fait ça moi-même. L'horodatage indiquait 12h47 le 19 novembre,
et je me suis forcée à mémoriser ce numéro au cas où les photos seraient supprimées d'une manière ou d'une autre. Puis j'ai envoyé un SMS à maman pour lui dire que j'utilisais les toilettes, et elle a répondu en demandant pourquoi je prenais autant de temps. Alors j'ai tiré la chasse d'eau, et je me suis lavé les mains pendant que mon téléphone était sur le comptoir du lavabo enregistrant tout. J'ai créé un nouveau fil de SMS avec Jess en utilisant des messages d'apparence innocente sur les devoirs, tapant une question sur les chapitres que nous étions censés lire pour l'histoire. Elle a répondu immédiatement en demandant si j'allais bien, et j'ai su que je devais être prudente, car maman lisait définitivement chaque mot. Alors, j'ai répondu quelque chose à propos d'avoir aussi besoin d'aide en maths, puis j'ai ajouté que j'aurais peut-être besoin des notes de maths plus tard, si les choses devenaient confuses. Nous avons échangé des messages sur les devoirs pendant quelques minutes, puis je lui ai envoyé un SMS disant « J'espérais vraiment ne pas avoir besoin de ces notes de maths, mais c'était bon de savoir que tu les avais. » Elle a répondu avec un emoji cœur et je me suis sentie un peu moins seule pour la première fois depuis des jours, sachant que quelqu'un en dehors de ce cauchemar comprenait ce que je disais vraiment. Le code était simple. J'ai besoin des notes de maths, signifiait que j'étais en danger immédiat et qu'elle saurait qui appeler ou faire quelque chose pour aider. J'ai enregistré le fil de discussion et je me suis assurée qu'il avait l'air totalement normal, au cas où maman vérifierait tout mon téléphone plus tard. Après l'école, je me suis approchée de ma professeure d'anglais, mademoiselle Larkin, pour lui poser des questions sur les travaux de rattrapage, espérant qu'elle remarquerait ma tête rasée et poserait des questions. Elle effaçait le tableau quand je me suis approchée, et quand elle s'est retournée, ses yeux sont allés directement à ma tête et son expression a changé. Elle a demandé ce qui s'était passé et j'ai ouvert la bouche pour tout lui dire. Mais ensuite, je me suis souvenue que maman avait probablement déjà appelé l'école avec sa version des faits. Je me suis complètement figée, mon cerveau est resté vide alors que j'essayais de trouver quoi dire pour ne pas aggraver les choses. Mademoiselle Larkin avait l'air inquiète et a touché mon épaule doucement, demandant à nouveau si j'allais bien et si quelqu'un m'avait fait du mal. Mais j'ai seulement secoué la tête et marmonné quelque chose à propos du travail de rattrapage pour les jours où j'avais manqué, et elle m'a tendu un paquet avec un air triste sur son visage. Je savais qu'elle voulait aider mais ne savais pas comment, et je voulais crier la vérité, mais ma gorge se sentait fermée. Alors que je m'éloignais, je l'ai entendue décrocher le téléphone de son bureau, et je me suis demandé si elle appelait quelqu'un. Peut-être la conseillère ou le bureau. Mais ensuite maman est apparue au bout du couloir marchant vers moi, et j'ai su que toute chance de parler s'était évanouie. Ce soir-là, j'ai utilisé l'ordinateur de la bibliothèque de l'école pour rechercher l'application espionne sur mon téléphone, découvrant qu'elle avait des privilèges d'administrateur d'appareil qui m'empêchèrent de la désinstaller. Les résultats de la recherche m'ont montré à quel point l'application était invasive. Elle suit non seulement mes SMS et ma localisation, mais aussi mes frappes, mes photos, même lorsque j'allumais et éteignais mon écran. J'ai lu des publications de forums d'autres personnes essayant de supprimer des applications similaires, et elles disaient toutes la même chose. Vous ne pouvez pas la supprimer sans restaurer le téléphone aux paramètres d'usine. Et même dans ce cas, la personne qui vous surveille le saurait immédiatement. J'ai pris des captures d'écran de la page des autorisations montrant tout l'accès que l'application avait. Puis je me les suis envoyées par email en utilisant un nouveau compte que j'ai créé avec un mot de passe que maman ne devinerait jamais. La bibliothèque était presque vide et la bibliothécaire ne faisait pas attention. J'ai donc passé 20 minutes à documenter tout ce que j'ai trouvé sur l'application et son fonctionnement. J'ai appris qu'elle téléchargeait des données toutes les 15 minutes vers un serveur cloud, ce qui signifiait que maman vérifiait probablement tout ce que je faisais par l'eau, au lieu de regarder en direct constamment. Ce petit détail m'a semblé important, comme s'il y avait peut-être des lacunes que je pourrais utiliser si je programmais les choses correctement. Dormir est devenu presque impossible, car maman avait commencé à dormir dans le couloir, juste devant ma chambre sans porte, et je pouvais l'entendre respirer et changer de position toute la nuit. Chaque fois que je commençais à m'endormir, son poids craquait les planches du sol, où elle toussait, et je me réveillais en sursaut, mon cœur battant la chamade. J'ai appris à rester parfaitement immobile et à respirer uniformément, même lorsque j'étais complètement éveillée, simulant le sommeil comme si c'était une compétence de survie qui l'empêcherait d'entrer pour vérifier. Mes yeux restaient ouverts dans l'obscurité, fixant le plafond pendant que je comptais mes respirations, les ralentissant et les rendant stables pour qu'elle pense que j'étais vraiment endormie. Parfois, elle chuchotait des choses que je ne pouvais pas tout à fait entendre, ou je voyais son ombre bouger sur le mur pendant qu'elle se repositionnait.
Les caméras au-dessus de mon lit enregistraient tout avec leur lumière rouge clignotante. Et je me suis demandé si elle regardait les images en direct sur son téléphone alors qu'elle était assise juste devant ma chambre. À 3 heures du matin, tout mon corps me faisait mal de rester si immobile, mais je n'osais pas bouger car tout bruit pourrait l'amener ici avec des questions sur pourquoi j'étais réveillée. La 3e nuit, elle est entrée avec les tondeuses électriques à nouveau, disant qu'il était temps pour mes sourcils. Mais j'ai réussi à la convaincre en promettant d'envoyer des SMS plus fréquemment. Elle se tenait au pied de mon lit, tenant les tondeuses, et je pouvais les entendre vrombir avant même qu'elle ne les allume. Le son me donnait la chair de poule. Je me suis assise et je lui ai dit que je lui enverrais des mises à jour toutes les 10 minutes au lieu de toutes les 15, que je lui enverrais des messages sur tout, y compris mes pensées si elle le voulait. Elle a réfléchi à cela pendant que les tondeuses vromissaient dans sa main, ses yeux regardant au-delà de moi vers quelque chose que je ne pouvais pas voir. Puis elle a accepté d'attendre, mais a laissé les tondeuses sur ma table de chevet comme un rappel, les plaçant soigneusement comme si elles étaient précieuses. J'ai passé le reste de la nuit à les regarder. Voyant les lames argentées capter la lueur rouge des lumières de la caméra, sachant que la prochaine fois, je ne pourrais peut-être pas la convaincre de ne pas le faire. Mes sourcils me brûlaient bien qu'elle ne les ait pas touchés, et je n'arrêtais pas de tendre la main pour m'assurer qu'ils étaient toujours là. J'ai découvert que l'application raccourcie de mon téléphone pouvait envoyer des SMS automatisés à intervalles programmés. Je l'ai donc configurée pour lui envoyer des mises à jour toutes les 15 minutes pendant mes cours du matin. L'application m'a permis de créer des messages personnalisés qui se déclencheraient automatiquement en fonction de l'heure, ce qui signifiait que je pouvais configurer une matinée entière de SMS avant le début de l'école. J'ai tapé des mises à jour ennuyeuses sur le fait d'être en classe, de prendre des notes, d'écouter le professeur, de marcher jusqu'à mon casier, et je les ai programmées pour être envoyées tout au long de la journée. Cela m'a donné de petites fenêtres de temps où je n'écrivais pas activement et où je pouvais me concentrer sur la planification de mes prochaines étapes, peut-être même parler à quelqu'un sans qu'elle le sache immédiatement. Je l'ai testé pendant la première heure, et j'ai vu mon téléphone envoyer un message tout seul pendant que j'étais assise sans rien faire. Et maman a répondu avec un pouce levé comme si tout était normal. Les SMS automatisés ne la tromperaient pas pour toujours, car elle remarquerait éventuellement qu'ils étaient trop réguliers et prévisibles. Mais pour l'instant, cela m'a donné l'espace de respiration juste pour penser clairement. J'ai ajouté les raccourcis à mon écran d'accueil, déguisé en application de calculatrice, afin qu'elle ne les trouve pas si jamais elle mettait la main sur mon téléphone. Je glisse le téléphone à nouveau sous mon oreiller et ouvre les yeux juste assez pour regarder les ombres sur le mur, m'assurant qu'elle ne bouge pas de sa place dans le couloir. Mon système de SMS automatisé envoie une autre mise à jour sur « Dormir paisiblement » et j'entends son téléphone vibrer doucement devant ma chambre. Le lendemain matin, je prends le petit déjeuner pendant qu'elle me regarde de l'autre côté de la table, ses yeux suivant chaque mouvement de ma cuillère du bol à ma bouche. Je lui envoie un SMS pour lui dire que je mange des céréales, mâche, avale, et elle hoche la tête à chaque notification comme si elle dirigeait un orchestre. À l'école, je me dirige directement vers la bibliothèque pendant l'heure d'études et je me connecte à l'un des Chromebooks qu'ils ont sur le chariot de chargement. J'ouvre un document Google privé et le titre Chronologie en texte brut pour qu'il ressemble à un travail scolaire si quelqu'un jette un coup d'œil à mon écran. Mes doigts tremblent un peu pendant que je commence à taper, mais je les force à se stabiliser car c'est important. Enlèvement de porte 3 novembre, j'écris. Puis, caméra installée 5 novembre. Rasage de tête 18 novembre. Menace de tondeuse 21 novembre. J'ajoute des détails sur l'installation de l'application espionne, le moniteur de salle de bain, elle dormant dans le couloir. Chaque petite chose dont je peux me souvenir avec des dates exactes. La cloche sonne avant que je n'ai fini, mais je l'enregistre et je me déconnecte, en m'assurant d'effacer mon historique de navigation, même si les ordinateurs de l'école le font automatiquement. Après l'école, je décide d'essayer quelque chose. Alors, au lieu de marcher directement à la maison, je fais un détour vers le dépanneur 3 pâtés de maison au-delà de mon itinéraire habituel. Je range mon téléphone dans ma poche et marche à un rythme normal, comptant les minutes dans ma tête pendant que mes SMS automatisés continuent de lui envoyer des mises à jour sur « marcher de l'école à la maison ». J'entre dans le magasin et je regarde l'allée des bonbons quand mon téléphone commence à vibrer. 17 minutes, je note. Ce qui signifie que ces alertes de localisation ne sont pas instantanées et qu'il y a un décalage dans le système. Elle appelle maintenant, son nom clignote sur mon écran et je réponds à la 3e sonnerie.
Je lui dis que je me suis arrêtée pour acheter du chewing-gum et elle exige de savoir pourquoi je ne lui en ai pas envoyé un SMS d'abord, sa voix devenant plus aiguë et tendue à chaque mot. Je m'excuse et promets d'envoyer un message avant de faire tout arrêt. Puis j'achète le chewing-gum que je ne veux même pas et je me dirige vers la maison pendant qu'elle reste au téléphone avec moi pendant toute la marche. Le lendemain, Jess m'attrape près des portes vélo après l'école et je peux dire à son visage qu'elle a quelque chose pour moi. Elle fait semblant d'ajuster son sac à dos et glisse quelque chose dans ma main. Et quand je regarde en bas, je vois que c'est un téléphone. Rayé mais toujours fonctionnel. Pas de service, mais l'appareil photo fonctionne, chuchote-t-elle, et je serre le poing autour et je hoche la tête. Nous ne nous embrassons, ni ne parlons beaucoup parce que je sais que maman regarde probablement mon point de localisation en ce moment. Mais Jess me serre la main une fois et dit le mot « phare » et je lui serre la main en retour. Je cache le téléphone dans la poche de ma veste et j'envoie un SMS à maman pour lui dire que je parle à Jess des devoirs. Puis je dis au revoir et je me dirige vers le parking où elle m'attend dans la voiture. Marcher dans les couloirs le lendemain matin me donne l'impression que tout le monde regarde ma tête chauve et je remonte ma capuche, même si c'est contraire au code vestimentaire. J'entends quelqu'un chuchoter derrière moi que je dois suivre une chimiothérapie et une autre voix dit quelque chose sur le cancer et j'ai envie de me retourner et de leur crier la vérité. Au lieu de cela, je continue de marcher et d'accumuler toute cette rage pour quand je pourrais réellement l'utiliser, la stockant comme du carburant. Pendant la 4e heure, l'interphone grésille et me demande de me présenter au bureau principal. Et mon estomac se tord car maman ne devrait pas être là encore. Mais quand j'arrive, elle se tient au comptoir et parle à la secrétaire, souriant et riant comme si nous étions une famille normale. Elle leur dit qu'elle veut observer mon dernier cours car elle est très impliquée dans mon éducation. Et la secrétaire trouve cela mignon et lui écrit un laissez-passer de visiteur. Je dois m'asseoir pendant 45 minutes de cours d'histoire, pendant que maman me regarde depuis la rangée arrière, ses yeux ne me quittant jamais, même lorsque je prends juste des notes. Après le cours, mademoiselle Larkin m'arrête à la porte et me demande à voix basse si je vais bien, et je peux voir qu'elle veut aider, mais ne sait pas comment. Je me penche près et je chuchote que je ne me suis pas fait ça, pointant ma tête, et son visage change. Puis maman apparaît sur le seuil demandant si tout va bien, et mademoiselle Larkin hoche simplement la tête et me dit de passer une bonne journée. Le lendemain matin, Jess me trouve avant la 1e heure et me remet un livre de la bibliothèque sur la photographie. Et quand je l'ouvre plus tard dans les toilettes, son vieux téléphone est niché à l'intérieur des pages. Je le cache dans mon casier derrière mon manteau d'hiver où maman ne pensera jamais à chercher. Et avoir un appareil qu'elle ignore me donne l'impression d'avoir trouvé une arme. Pendant tout le cours de chimie, je planifie comment l'utiliser sans me faire prendre, pensant aux angles, aux heures, et où je peux cacher les enregistrements. Pendant le déjeuner, je saute le repas et vais à l'ordinateur de la bibliothèque à la place. Recherchant des informations sur les ordonnances de protection et les rapports de la SPA, Service de protection de l'enfance. J'ai appris que les enseignants sont des déclarants obligatoires, ce qui signifie que mademoiselle Larkin doit signaler les abus présumés. Mais j'ai aussi appris que le système est lent et que les enquêtes peuvent prendre des semaines. J'imprime tout et je plie les papiers assez petits pour les cacher dans mon manuel de chimie, mémorisant les parties importantes sur ce qui compte comme preuve. Ce soir-là, maman annonce une nouvelle règle pendant que je fais mes devoirs à la table de la cuisine. 8 minutes pour la douche à partir de maintenant, dit-elle. Et tu dois laisser la porte ouverte pour que je puisse m'assurer que tu es en sécurité. Je sens mon dernier morceau d'intimité s'effondrer. Mais j'hoche simplement la tête et dis « D'accord, maman ». Plus tard, elle vérifie mes affaires de salle de bain, compte même mes tampons et vérifie la quantité de savon restante dans la bouteille, notant tout cela dans un petit carnet. Tard ce soir-là, j'attends d'entendre sa respiration devenir lente et régulière dans le couloir. Puis, je tends soigneusement la main sous ma tête d'oreiller et je sors le téléphone de Jess. Je l'allume avec le volume complètement baissé et la luminosité la plus faible possible. Ensuite, je l'incline vers le seuil où maman dort par terre. J'appuie sur enregistrer et je chuchote à la caméra comment elle est restée devant ma chambre pendant 6 heures, comment elle surveille mon temps de salle de bain, comment elle compte mes tampons. La lumière rouge d'enregistrement brille doucement dans l'obscurité, et d'une certaine manière, documenter tout me fait me sentir un peu moins impuissante, comme si je construisais quelque chose qui pourrait me sauver. Vers 21 heures ce soir-là, mon téléphone vibre avec la photo de contact de papa s'illuminant sur l'écran, et je la fixe pendant 3 sonneries avant de laisser le répondeur prendre le relais. Parler avec lui ne ferait que donner plus de munitions à maman,
et j'ai besoin de rester concentrée sur mon propre plan de survie en ce moment. Maman apparaît sur le seuil de la salle de bain 30 secondes plus tard, tenant son téléphone, et je sais qu'elle a reçu la notification concernant l'appel manqué via l'application espionne. Elle appuie sur lecture sur le répondeur sans demander, et la voix de papa remplit le petit espace, demandant si je vais bien et disant qu'il s'inquiète pour moi. Le visage de maman se crispe et elle le rejoue. Puis, une troisième fois, sa respiration s'accélérant à chaque répétition. Elle commence à faire les 100 pas dans le couloir devant la salle de bain, fulminant sur le fait qu'il a détruit notre famille et qu'il n'a pas le droit de vérifier comment je vais après ce qu'il a fait. Sa voix devient plus forte et plus aiguë alors qu'elle énumère toutes les façons dont il nous a trahis. Et je reste là, dégoulinant d'eau sur le sol pendant qu'elle se déchaîne. La tirade continue pendant plus d'1 heure, revenant au même point sur les secrets et les mensonges, et comment elle est la seule à vraiment se soucier de me garder en sécurité. Je lui envoie un SMS pour lui dire que je vais me coucher, et elle arrête finalement de parler. Mais je peux l'entendre faire les 100 pas dans le couloir, marmonnant pour elle-même. Vers minuit, je suis allongée dans mon lit, fixant les lumières de la caméra quand j'entends ses pas s'approcher de mon seuil. Elle tient les tondeuses électriques, et il y a cette détermination maniaque dans ses yeux qui me tord l'estomac. Elle me dit qu'il est temps que mes sourcils disparaissent. Et je dis en fait non, à voix haute, ma voix sortant plus forte que je ne l'avais prévu. Elle avance vers moi quand même, et je recule dans le lit, lui disant d'arrêter. Quand elle essaie d'attraper mon visage, je la pousse plus fort que je ne le voulais, et elle trébuche en arrière contre le cadre de la porte. Son expression passe de déterminée à choquée, puis à quelque chose de dangereux que je n'avais jamais vu auparavant. Elle commence à crier que je suis violente et hors de contrôle, tout comme mon père, et je lui crie qu'elle est celle qui a perdu la tête. Notre dispute résonne dans toute la maison sans porte. Et je suis vaguement consciente que les voisins pourraient entendre, mais je suis trop en colère et effrayée pour m'en soucier. Elle avance à nouveau vers moi avec les tondeuses, quand il y a un coup sec à la porte d'entrée qui nous fait nous figer tous les deux. Le coup revient, plus fort et plus officiel, et le visage de maman pâlit. Elle laisse tomber les tondeuses sur mon lit et lisse ses cheveux avant de se diriger vers la porte d'entrée. Je la suis et je vois 2 policiers debout sur notre porche à travers la fenêtre. Maman prend une profonde inspiration et ouvre la porte avec cette expression complètement différente, inquiète et légèrement gênée. L'officier plus âgé demande si tout va bien car ils ont reçu une plainte pour tapage nocturne d'un voisin. Maman se transforme juste devant eux en cette mère inquiète s'occupant d'une adolescente à problème. Elle explique que je me suis mal comportée depuis que les problèmes juridiques de mon père ont commencé et me fait signe de venir. Quand j'entre en vue, les yeux des 2 officiers vont à ma tête rasée et je vois la pitié remplacer leur inquiétude initiale. Maman leur dit que je me suis fait ça moi-même et qu'elle essaie de m'aider, mais je continue de refuser. C'est si convaincant que je le crois presque moi-même et je réalise à quel point il serait impossible d'expliquer la vérité en ce moment. La plus jeune officier, une femme aux yeux gentils, me demande directement si je vais bien, et je veux crier que non, mais j'hoche simplement la tête. Elle sort sa carte et écrit quelque chose au dos avant de me la tendre, me disant que je peux appeler à tout moment. Je lis le nom imprimé sur le devant. Officier Melissa Larkin. Je le mémorise et je range la carte dans ma poche, pensant que j'en aurais peut-être besoin plus tard. Les officiers disent à maman qu'ils doivent déposer un rapport sur la plainte pour tapage, et elle hoche la tête avec compréhension, jouant parfaitement la mère célibataire épuisée. Après leur départ, elle se tourne vers moi avec ce regard triomphant et dit qu'il y a maintenant un enregistrement de mes problèmes de comportement. Je retourne dans ma chambre et récupère le téléphone caché pour enregistrer un récit chuchoté de ce qui vient de se passer, y compris le nom de l'officier Larkin. Le lendemain matin, je me traîne à l'école, fonctionnant avec peut-être 2 heures de sommeil. Et au milieu de la 2e heure, l'interphone grésille, me demandant de me présenter au bureau de la conseillère. Je n'avais jamais été appelée là-bas auparavant, et mon estomac se tord alors que je rassemble mes affaires. Le bureau de la conseillère est niché dans un coin tranquille près de la bibliothèque, et lorsque je frappe, une femme ouvre la porte, se présentant comme Paisley Anderson. Elle a les cheveux courts et foncés et des lunettes à monture métallique. Et quelque chose dans sa façon de parler prudente et douce me dit immédiatement que quelqu'un a déposé un rapport. Elle me demande de m'asseoir et me propose de l'eau avant de s'installer sur sa chaise en face de moi. Ses questions sont spécifiques et mesurées, s'enquérant de mon changement d'apparence et de mon environnement familial sans accuser directement qui que ce soit.
Je peux dire qu'elle a été formée à cela, utilisant un langage qui ne me mettra pas sur la défensive ni ne me fera me refermer. Elle me demande si je me sens en sécurité à la maison, et j'hésite trop longtemps avant de répondre par l'affirmative. Ce doute lui dit tout, et je la vois prendre une petite note sur son carnet. Nous parlons pendant 20 minutes, et je lui donne juste assez de vérité pour la maintenir inquiète, mais pas assez pour provoquer une action immédiate, car je ne suis pas encore prête. Quand elle me raccompagne en classe, elle me serre l'épaule et me dit que sa porte est toujours ouverte. À l'heure du déjeuner, maman a d'une manière ou d'une autre appris la réunion avec la conseillère, et mon téléphone explose de messages textes exigeant de savoir ce que j'ai dit. Avant que je puisse trouver comment répondre, la voix de la secrétaire de l'école sort par l'interphone, demandant à Paisley de vérifier sa messagerie vocale. Je suis à la cafétéria quand je vois Paisley passer et nos regards se croisent pendant juste une seconde. Plus tard dans l'après-midi, on me rappelle à son bureau et son expression est passée de préoccupée à frustrée. Elle me dit qu'elle a reçu un message vocal de ma mère expliquant que je me suis auto-mutilée et menti pour attirer l'attention, tout comme mon père. J'observe le visage de Paisley tandis qu'elle choisit ses mots avec soin, me disant qu'elle doit prendre tous les signalements au sérieux, mais qu'elle est également formée pour reconnaître quand quelque chose ne va pas. Elle me dit que les services de protection de l'enfance, SPE, feront une visite à domicile dans les prochains jours et que je dois être honnête avec eux sur ce qui se passe. Elle semble désolée en expliquant que le système a des procédures et des protocoles qui se meuvent lentement, que ses mains sont liées par les exigences de signalement obligatoire et les délais d'enquête. Je la remercie et je pars en me sentant à la fois pleine d'espoir que quelqu'un y prête attention et terrifiée que ce ne soit pas assez rapide. Cette nuit-là, maman est en mode de préparation totale pour la visite des SPE, retirant certaines des caméras les plus évidentes et cachant le babyphone. Elle répète son histoire sur ma crise de santé mentale à voix haute, faisant les 100 pas dans le salon et ajustant les détails. Ensuite, elle me force à pratiquer avec elle, m'entraînant sur exactement quoi dire sur à quel point elle est inquiète et comment elle essaie de me trouver de l'aide. Je joue le jeu parfaitement tout en enregistrant mentalement chaque mot pour le téléphone caché plus tard. Elle me dit d'insister sur le fait que les problèmes juridiques de papa ont été très difficiles pour moi et que j'ai mal agi pour attirer l'attention. Le lendemain matin, avant l'aide aux devoirs, Jess me coince à mon casier et me dit que je dois être plus audacieuse dans la collecte de preuves. Elle m'explique que le système n'aidera pas à moins que je ne leur donne quelque chose qu'ils ne peuvent absolument pas ignorer. Elle me montre comment téléverser des vidéos du téléphone caché vers un compte cloud qu'elle a configuré en utilisant une fausse adresse e-mail que maman ne peut pas retracer. Elle me prête également un chargeur portable que je peux cacher dans mon sac à dos pour que le téléphone ne me lâche pas à des moments cruciaux. Pendant l'heure d'étude, je sors une feuille de papier de cahier et j'écris une note détaillée avec des horodatages de l'emplacement de chaque caméra, la date exacte à laquelle elle a retiré les portes et une description de l'incident de rasage. J'inclus le babyphone de la salle de bain et elle dormant dans le couloir et la menace des sourcils de la nuit dernière. Je la scelle dans une enveloppe et, entre les cours, je la glisse à Paisley avec une demande chuchotée de ne l'ouvrir qu'après la visite des SPE. Elle regarde l'enveloppe pendant un long moment, puis hoche la tête une fois et la glisse dans la poche de sa veste sans poser de questions. Cette nuit-là, maman installe un babyphone dans la salle de bain, le dirigeant vers la cabine de douche. Je le regarde et je réalise qu'il n'y a littéralement plus d'espace dans cette maison où je ne suis pas surveillée. Chaque recoin a des yeux maintenant. J'attends que la douche coule pour créer un bruit de couverture, puis je sors le téléphone caché et chuchote dedans à propos de la nouvelle caméra, décrivant son emplacement et son angle exact. Ma voix est à peine audible par-dessus l'eau, mais l'enregistrement la capte et je me sens un peu moins seule. Sachant que quelque part dans un compte cloud, il y a preuve de tout ce qu'elle me fait. Le lendemain matin, je me réveille épuisée, mais mon cerveau travaille sans relâche sur un nouveau plan. Je passe la première heure à programmer l'application d'automatisation de mon téléphone pour envoyer à maman des messages textes toutes les 15 minutes pendant le déjeuner. Des choses génériques comme « mange un sandwich » et « parle avec des amis » et « bois de l'eau ». Au moment où le déjeuner arrive, j'ai 20 minutes de couverture automatisée qui lui feront croire que je suis à la cafétéria alors que je suis en fait ailleurs. Je marche directement au bureau de la conseillère et frappe à la porte de Paisley. Elle lève les yeux de son bureau et me fait signe d'entrer, fermant la porte derrière moi même si je sais que maman verra mon point de localisation immobile dans ce bâtiment. Je sors mon téléphone et commence à tout lui montrer. L'écran des autorisations de l'application espionne, les captures d'écran du tableau de bord de surveillance de maman,
les photos de ma tête rasée avec des orodatage. Paisley se penche en avant et prend des notes sur un bloc-notes légal jaune. Son stylo se déplaçant rapidement sur le papier. Son expression passe de préoccupée à quelque chose de plus dur, comme si elle voyait enfin au-delà de toute histoire que maman ait pu donner à l'école. Elle me pose des questions spécifiques sur le moment où l'application a été installée et si je peux la désinstaller moi-même. Et je lui explique les privilèges d'administrateur de périphérique qui m'empêchent de la supprimer. Elle note le nom de l'application et l'entoure 2 fois. Lorsque mon téléphone vibre avec la réponse de maman à l'un de mes textes automatisés, Paisley regarde la notification apparaître et sa mâchoire se crispe. Elle me dit qu'elle documente tout cela et qu'elle le partagera avec sa superviseure et les SPE. Je ressens quelque chose comme de l'espoir mélangé à de la terreur, car je sais que maman va devenir folle quand elle découvrira que j'ai parlé à quelqu'un. Après l'école, je me dirige vers le bus quand la voiture de maman s'arrête sur le trottoir. Elle se penche et ouvre la portière passager, me disant de monter car nous avons un rendez-vous. Je monte et demande où nous allons, mais elle ne fait que regarder droit devant et conduit. 20 minutes plus tard, nous sommes dans un cabinet médical que je n'ai jamais vu auparavant. Une clinique familiale dans un centre commercial à 2 villes de là. La salle d'attente est vide et la réceptionniste semble surprise de nous voir, comme si c'était peut-être une réservation de dernière minute. Maman nous enregistre et nous nous asseyons sur des chaises inconfortables sous des lumières fluorescentes qui bourdonnent. Quand mon nom est appelé, maman me suit jusqu'à la salle d'examen et commence à parler au médecin avant qu'il ait fini de se présenter. Elle lui dit que je me suis automutilée et que j'ai mal agi pour attirer l'attention, que je me suis rasé la tête moi-même et que j'ai menti sur tout. Le médecin a l'air mal à l'aise et me regarde. Puis il regarde maman, lui demandant d'attendre dehors pendant qu'il procède à l'examen. Mais elle refuse, disant qu'elle doit être présente pour s'assurer que je dis la vérité. Il ne s'y oppose pas, et je réalise qu'il est probablement habitué à traiter avec des parents contrôlants. Il fait un examen physique de base, vérifiant mes bras et mes jambes à la recherche de coupures ou de cicatrices, regardant mon cuir chevelu sous la lumière vive. Je reste silencieuse tout le temps, parce que je ne sais pas si parler empirera les choses, s'il me croira, ou s'il a déjà décidé que la version de maman est la bonne. Le médecin s'assoit sur son tabouret à roulettes et écrit des notes sur son ordinateur. Il dit à maman qu'il ne voit aucune preuve d'automutilation, ni coupure, ni cicatrice, ni signe de blessure délibérée. Maman commence à argumenter, mais il lève la main et dit qu'il note le stress familial dans mon dossier comme un facteur contribuant à mon état actuel. Ce n'est pas la justification que je voulais. Pas qu'il réprimande maman ou pose des questions difficiles sur la tête rasée, mais ce n'est pas non plus le désastre que je craignais. Pas qu'il me donne un diagnostic officiel qu'elle pourrait utiliser comme munition. Je prends le langage neutre comme une petite victoire, car au moins, il ne lui a pas donné la preuve que je suis folle ou dangereuse pour moi-même. Sur le chemin du retour, maman est silencieuse et je peux voir ses mains serrer le volant trop fort, les jointures blanches. Elle est en colère parce que le médecin ne lui a pas donné ce qu'elle voulait. Cette nuit-là, j'essaie de dormir, mais mon corps ne se détend pas. Vers minuit, la voix de maman grésille à travers le haut-parleur de l'interphone qu'elle a installé dans ma chambre, aiguë et soudaine dans l'obscurité. Elle exige que je réponde et que je prouve que je ne cache rien. Je murmure que je suis là et que j'essaie de dormir. 1 heure plus tard, sa voix intervient à nouveau, demandant « À quoi je pense ?» Je dis « Rien » et elle me dit que ce n'est pas une réponse. Ce schéma continue toute la nuit. Sa voix me vérifie toutes les heures ou 2, ne me laissant jamais tomber dans un sommeil profond. Au matin, je suis tremblante et floue, mes pensées se traînant dans la boue. J'apprends à dormir par courtes rafales de 30 ou 40 minutes, restant juste assez alerte pour répondre lorsque le haut-parleur grésille. Mon corps est lourd et mes yeux brûlent, mais je me force à me préparer pour l'école car au moins là, j'ai quelques heures loin de sa surveillance constante. Pendant la 3e heure du jour 13, je suis assise à mon bureau, essayant de me concentrer sur la conférence du professeur quand tout s'écroule. La pièce s'incline et ma vision se rétrécit en tunnel. Je sens mon corps glisser de la chaise, et puis je suis par terre avec des gens qui s'attroupent autour de moi. Quelqu'un m'aide à me relever et me raccompagne au bureau de l'infirmière où l'infirmière me regarde et sort son téléphone. Elle commence à prendre des photos de ma tête rasée, des cernes sous mes yeux qui ressemblent à des ecchymoses, de mes mains tremblantes. Elle me demande quand j'ai dormi toute une nuit pour la dernière fois et je ne peux pas m'en souvenir. Elle soumet un autre rapport obligatoire pendant que je suis assise sur le banc en vinyle, buvant du jus d'orange dans un petit carton.
trop épuisée pour ressentir de la honte de m'être effondrée en classe. Le jus froid aide un peu et l'infirmière me laisse me reposer le reste de la période avant de me renvoyer en classe. Ce même après-midi, je suis à la maison pendant peut-être 1 heure quand on frappe à la porte. Maman ouvre et je vois une femme en tenue d'affaires décontractée, tenant une tablette et un porte-documents en cuir. Elle se présente comme Aria Kruger des SPE et dit qu'elle est là pour une visite à domicile. Le calme soigneusement construit de maman se brise pendant juste 1 seconde. Son sourire est trop tendu et sa voix trop aiguë tandis qu'elle invite Aria à entrer. J'observe depuis le couloir comment les yeux d'Aria balayent le salon, absorbant les portes manquantes et les moniteurs sur le bureau de maman, qui montrent des flux de caméras en direct de chaque pièce. Maman essaie de s'excuser en parlant de système de sécurité, mais l'expression d'Aria se durcit tandis qu'elle parcourt la maison, notant la caméra de la salle de bain et les cadres de porte vides. Elle demande à me parler en privé, et maman commence à protester, mais Aria l'interrompt avec une fermeté professionnelle, disant que c'est une procédure standard. Nous allons dehors jusqu'à la voiture d'Aria, et elle me pose des questions directes sur les caméras et les portes, et si je me sens en sécurité. Je lui raconte tout aussi clairement que possible, essayant de ne pas pleurer parce que j'ai besoin qu'elle me prenne au sérieux. Elle prend des notes et me dit qu'elle fera un suivi d'ici 48 heures. Cette nuit-là, mon téléphone vibre avec un message texte de papa. Il dit que quelqu'un de l'école lui a dit que les choses vont mal et il propose de me laisser rester avec lui. Je fixe le message et pense à toute ma recherche sur son affaire. L'enquête Telegram qui est toujours en cours. Être pris entre les 2 parents se sent plus dangereux que de rester concentré sur mon propre plan d'évasion. Je ne réponds pas et supprime le message, espérant que maman ne remarque pas qu'il est arrivé. Mais elle le remarque. Elle a dû regarder le tableau de bord de l'application espionne car 20 minutes plus tard, elle fait irruption dans ma chambre exigeant de savoir pourquoi papa m'envoie des messages textes. J'essaie d'expliquer que je ne lui ai pas demandé de communiquer, mais elle n'écoute pas. Elle me prend tous mes câbles de chargement de mon bureau et mon ordinateur portable de mon sac à dos, me laissant seulement mon téléphone avec 15% de batterie. Sa paranoïa a atteint un point culminant et elle marmonne sur le fait que tout le monde complote contre elle, sur les secrets et la trahison. Elle fait les 100 pas dans le couloir devant ma chambre pendant des heures. Ses pas de va-et-vient comme un métronome. J'attends jusqu'après minuit quand son pas s'arrête finalement et j'entends sa respiration se normaliser dans le sommeil. Je sors le téléphone caché de la grille de ventilation et l'allume, le tenant près de mon visage dans l'obscurité. J'enregistre une vidéo expliquant tout depuis le début, l'application espionne et le retrait de la porte, et le rasage et les vérifications de l'interphone. Ma voix tremble, mais je continue, m'assurant d'inclure des dates et des détails spécifiques. Quand j'ai fini, je cache à nouveau le téléphone dans la grille et essaie de dormir. Le lendemain matin, je me lève tôt et arrive à l'école avant le début de la première heure. Je vais directement à la bibliothèque et branche le téléphone caché sur une station de charge, mes mains tremblant tout le temps tandis que je téléverse la vidéo sur le compte cloud que Jess a configuré. La barre de chargement se déplace douloureusement lentement et je continue de regarder la porte, m'attendant à ce que maman apparaisse d'une manière ou d'une autre. Mais cela se termine et je débranche le téléphone et le cache à nouveau dans mon sac à dos, juste au moment où la première cloche sonne. Pendant le déjeuner, Paisley me conduit à son bureau et ferme la porte. Elle me dit qu'elle a coordonné avec sa superviseure, Sharon, et qu'elles ont élaboré un plan de sécurité. Si j'utilise le mot phare avec n'importe quel membre du personnel, ils appelleront immédiatement à l'aide et tiendront maman éloignée de moi jusqu'à ce que les autorités arrivent. Elle explique qu'elles sont en train de constituer un dossier avec tous les rapports et la documentation et que les SPE sont pressés d'agir plus rapidement. Elle me regarde dans les yeux et dit qu'elles ne laisseront pas cela continuer beaucoup plus longtemps. J'acquiesce et mémorise le mot-clé, sentant que j'ai enfin une arme que je peux utiliser si les choses empirent. Je retourne en classe en sentant que je porte quelque chose de dangereux et utile à la fois. Ce seul mot qui pourrait tout changer si j'en ai besoin. L'après-midi s'étire et je continue de vérifier mon téléphone par habitude, envoyant à maman mes mises à jour habituelles sur le déplacement entre les salles de classe et le fait d'être assise à mon bureau. Quand j'arrive à la maison vers 15h30, j'entends sa voix qui vient de la cuisine, plus aiguë et tendue que la normale, et je fais une pause sur le seuil pour écouter. Elle est au téléphone avec quelqu'un et je capte des fragments de ses réponses. Beaucoup de « oui » et « je comprends » et « je serai là », mais sa main tremble tandis qu'elle note quelque chose sur un bloc-notes. Quand elle raccroche, elle reste simplement là à regarder le mur, sans bouger, sans cligner des yeux, et je compte les secondes dans ma tête.
1 minute passe, puis 5, puis 10 minutes complètes d'elle, figée sur place comme une statue. Je reconnais ce regard de la nuit où elle a appris pour papa. Cette expression vide qui signifie que son cerveau travaille trop dur pour contrôler son visage. Je recule silencieusement et vais dans ma chambre, lui envoyant un message texte que je suis à la maison et que je commence les devoirs, et elle ne répond pas pendant presque 20 minutes, ce qui n'arrive jamais. Cette nuit-là, j'essaie de dormir, mais je suis trop nerveuse, trop consciente de son schéma de respiration dans le couloir devant ma chambre sans porte. Vers 2 heures du matin, j'entends ses pas se rapprocher, et je garde les yeux fermés, faisant semblant de dormir, même si mon cœur s'emballe. Les pas s'arrêtent juste à côté de mon lit, et je la sens debout au-dessus de moi. Ensuite, j'entends le son familier de bourdonnement des tondeuses à cheveux électriques s'allumant. Mes yeux s'ouvrent en grand, et elle s'approche déjà de mon visage. Son expression est complètement vide, et j'essaie de me retourner, mais elle saisit ma tête de son autre main. Les tondeuses sont froides contre ma peau, et je me débats, mais elle est plus forte que ce à quoi je m'attendais, me retenant pendant qu'elle passe la lame, là où mes sourcils se trouvaient. Je sens le métal érafler ma peau, et du sang tiède commence à couler sur mon front, se mélangeant aux larmes que je ne savais pas que je pleurais. Elle fait l'autre sourcil tandis que je continue de lutter, créant plus de petites coupures qui brûlent et saignent. Et tout le temps, elle fredonne un air que je ne reconnais pas. Quand elle a fini, elle recule et me regarde comme si elle examinait son travail. Puis elle sort simplement sans rien dire. Je reste là, tremblant pendant quelques minutes, me touchant le visage et ne sentant rien d'autre que de la peau lisse et du sang collant. Puis je me souviens du téléphone caché et je bouge rapidement, le sortant de la grille de ventilation et allumant la caméra. Je le tiens près de mon visage, m'assurant que les coupures saignantes sont visibles, m'assurant que l'horodatage montre qu'il est 2h30 du matin. Mon expression sur la caméra est vide. Juste un choc creux, et je me fixe pendant 10 secondes avant de le poser. J'appuie le téléphone sur mon bureau, incliné directement vers le seuil, m'assurant que la lumière rouge d'enregistrement est cachée dans l'ombre derrière des livres. Puis je retourne au lit et j'attends parce que je sais qu'elle reviendra me vérifier. Elle revient toujours. 1 heure passe et j'entends ses pas à nouveau, plus lents cette fois, et elle apparaît sur le seuil. Elle reste là à parler, mais pas avec moi. Juste à parler dans l'air de la façon dont il n'y a plus de secret. Comment elle peut tout voir, comment les caméras surveillent et le téléphone traque et les portes sont parties. Elle énumère toutes les façons dont elle me surveille, comme si elle lisait à partir d'une liste de contrôle. Expliquant son raisonnement d'une voix monocorde qui semble presque raisonnable si l'on ne pense pas à ce qu'elle dit réellement. Le téléphone caché enregistre chaque mot, et je reste parfaitement immobile, respirant à peine, regardant cette petite lumière rouge du coin de l'œil. Elle parle pendant presque 15 minutes de papa et de la trahison et de la façon dont le silence signifie cacher des choses, puis elle s'arrête simplement au milieu de la phrase et s'en va. J'attends encore 10 minutes avant de bouger, m'assurant qu'elle est vraiment partie cette fois. Le lendemain matin, je me lève avant que mon réveil ne sonne, me déplaçant silencieusement dans la maison pendant que maman dort encore dans le couloir. J'attrape le téléphone caché et mon sac à dos et je pars tôt, envoyant un message texte à maman que je vais étudier à l'école avant le début des cours. La bibliothèque est vide quand j'y arrive, et je branche le téléphone sur une station de charge avec des mains tremblantes, attendant qu'il s'allume suffisamment pour accéder aux fichiers. Le téléversement sur le compte cloud prend une éternité. La barre de progression se déplace si lentement. Je continue de regarder la porte, m'attendant à ce que maman apparaisse d'une manière ou d'une autre. Mais cela se termine, et j'envoie immédiatement à Paisley un email avec les informations de connexion et un court message qui dit juste « Vous devez voir ça ». La batterie de mon téléphone est faible à 8% et je fonctionne à l'adrénaline pure. Mais je sais que je suis proche maintenant. Pendant la 2e heure, une aide étudiante vient me chercher et je la suis jusqu'au bureau de Paisley, mon estomac serré par les nerfs. Paisley ferme la porte et me dit qu'elle a partagé tout avec les SPE et la police, qu'ils coordonnent une réponse pour demain, qu'ils ont un plan. Elle me regarde droit dans les yeux et promet qu'ils ne laisseront pas maman me ramener à la maison à nouveau. Et je veux désespérément la croire, mais j'ai appris à ne pas faire confiance aux promesses des adultes. J'acquiesce simplement et demande ce que je dois faire aujourd'hui, et elle me dit d'agir normalement et de garder mon téléphone chargé. Cet après-midi-là, quand j'arrive à la maison, maman est dans ma chambre. Tout a été sorti de mes tiroirs et de mon placard. Vêtements et livres éparpillés partout.
Elle attend près de la porte quand j'entre et commence immédiatement à exiger de savoir à qui j'ai parlé, ce que j'ai dit, qui me monte contre elle. Je sors mon téléphone et commence à l'inonder de messages textes sur ma marche vers la maison, décrivant chaque coin de rue et panneau d'arrêt, énumérant les couleurs des voitures que j'ai croisées. Les détails insignifiants la distraient juste assez pour qu'elle arrête de m'interroger, et je maintiens cela toute la nuit, lui envoyant des messages textes sur les devoirs, le dîner et le brossage des dents. Après qu'elle soit finalement partie à sa place dans le couloir, je passe 1 heure à programmer mon téléphone pour envoyer des mises à jour automatisées toutes les 10 minutes, tout au long du lendemain. Si tout se passe comme prévu, je n'aurai pas accès à mon téléphone d'ici demain après-midi, et j'ai besoin qu'elle pense que tout est routine le plus longtemps possible. Les messages automatisés sont tous ennuyeux, comme « travaille sur les devoirs de maths » et « mange le déjeuner » et « marche vers la prochaine classe ». Rien qui ne la rende suspecte. Le jour 16, je me réveille, et mon téléphone commence à envoyer ses mises à jour programmées automatiquement, et je vais à l'école en essayant d'agir normalement, même si j'ai l'impression d'être sur le point de sauter hors de ma propre peau. La 3e heure est l'anglais, et je suis à mi-chemin quand on frappe à la porte et maman entre. Elle va directement au professeur, et je l'entends dire quelque chose sur le fait de me retirer, sur l'enseignement à domicile, sur le besoin de me protéger des mauvaises influences. Le personnel du bureau principal la suit, l'air incertain, et je les vois se regarder les uns les autres comme s'ils n'étaient pas sûrs de ce qu'il fallait faire. C'est alors que je me lève et que je dis le mot phare, assez fort pour que tout le monde l'entende. Les yeux de la secrétaire s'écarquillent, et elle sort immédiatement son téléphone, et soudain tout le monde bouge et passe des appels, et le professeur demande à maman de bien vouloir attendre dans le couloir. En 15 minutes, il y a des policiers dans le couloir devant la salle de classe, et je peux voir Aria des SPE se diriger vers le bureau du directeur. Maman est également emmenée là-bas, et sa voix devient plus forte, plus désespérée, essayant d'expliquer qu'elle n'est qu'une bonne mère. À travers la petite fenêtre de la porte de la salle de classe, je les vois lui montrer des impressions, pointant des images dont je sais qu'elles proviennent des enregistrements de la caméra et de mes enregistrements cachés. Elle essaie de s'excuser en parlant de parentalité protectrice, mais sa voix devient sauvage maintenant, criant presque qu'elle a besoin de tout savoir à cause de ce que papa a fait. L'infirmière de l'école apparaît à côté de moi et pose une main sur mon épaule, me guidant hors de la salle de classe, et j'observe derrière elle comment ma mère s'effondre complètement devant tout le monde. Le détective Holden Swift s'avance, et sa voix est calme mais ferme lorsqu'il dit à maman qu'elle doit l'accompagner pour une évaluation psychiatrique. Elle se met immédiatement à crier que je mens et que je suis manipulatrice, tout comme mon père. Sa voix devient plus aiguë et sauvage alors que 2 officiers s'approchent pour l'escorter vers la sortie. Aria apparaît à mes côtés et pose une main sur mon épaule, me disant que je vais dans un endroit sûr pour une évaluation, et je ne ressens rien d'autre qu'un soulagement étrange et vide en regardant maman disparaître dans une voiture de police à travers les vitres avant. Tout se passe vite, peut-être 10 minutes entre le moment où j'ai dit « phare » et le moment où j'ai vu la voiture de police s'éloigner. Et mes jambes sont tremblantes, mais je tiens debout. Aria me conduit à sa voiture, et nous roulons jusqu'à un centre d'évaluation de l'autre côté de la ville. Aucune de nous ne parle beaucoup pendant le trajet de 20 minutes. À l'intérieur du bâtiment, une infirmière aux yeux gentils examine ma tête rasée et mes sourcils manquants, prenant des photographies sous plusieurs angles et écrivant des notes détaillées sur chaque coupure et éraflure. Elle mesure les plaies en voie de guérison avec une petite règle et me demande d'évaluer mon niveau de douleur, documentant tout sur des formulaires officiels auxquels elle continue d'ajouter des pages. Après l'examen physique, je passe 2 heures dans une petite pièce avec un enquêteur légiste appelé Christopher Osborne, qui enregistre tout sur une caméra montée dans le coin. Je lui raconte toute l'histoire dans l'ordre chronologique, en commençant par l'application espionne et en terminant par ce matin. Et ma voix reste ferme, même lorsque je décris les pires parties, comme me réveiller chauve ou les tondeuses sur ma gorge. Christopher n'interrompt pas beaucoup, se contentant de poser des questions de clarification sur les dates et les heures. Et il n'a jamais l'air choqué ou dégoûté, ce qui d'une certaine manière rend la conversation plus facile à poursuivre. Lorsque nous avons terminé, le détective Swift entre et explique qu'ils ont saisi l'ordinateur portable de maman et mon téléphone avec l'application espionne, et que l'équipe de criminalistique numérique aura besoin de plusieurs semaines pour bâtir un dossier complet. Il est gentil mais honnête sur la lenteur des processus légaux, me disant de ne pas m'attendre à des résultats rapides, et j'apprécie qu'il ne fasse pas de promesses de justice rapide ou de solutions faciles.
Il me donne une carte avec son numéro direct et me dit d'appeler si je me souviens de quelque chose d'autre ou si j'ai besoin de quoi que ce soit. Arya m'emmène dans un foyer d'accueil ce soir-là, où Trinity Yamamoto nous accueille à la porte, une femme d'une quarantaine d'années aux cheveux gris courts et à la présence calme. Trinity me fait visiter sa petite maison, désignant la cuisine et la salle de bain, puis ma chambre, une chambre d'amis avec une vraie porte qui se verrouille de l'intérieur. Elle me dit que je peux rester inscrite dans mon école actuelle et qu'elle m'y conduira demain si je veux y aller. Et j'hoche simplement la tête parce que je suis trop épuisée pour réaliser que je pourrais vraiment être en sécurité maintenant. La chambre a un lit simple avec une couette bleue et un bureau près de la fenêtre. Plus d'espace pour moi seule que je n'en ai eu depuis des semaines. Je m'assois sur le bord du lit après le départ de Trinity et je regarde simplement la porte avec sa serrure fonctionnelle, l'essayant 3 fois pour m'assurer qu'elle se ferme vraiment. Cette nuit-là, je dors pendant 11 heures d'affilée. Le premier vrai sommeil que j'ai eu depuis que maman a commencé sa spirale de surveillance. Le lendemain matin, Trinity m'emmène chez Target et j'achète 2 bonnets pour couvrir ma tête. Un noir et un gris. Et elle ne me demande pas pourquoi j'en ai besoin. Quand nous rentrons chez elle, je prends ma première douche là-bas et je reste sous l'eau pendant 20 minutes juste parce que je peux. Pas de caméra, pas de minuterie, personne n'écoute derrière la porte. Et la salle de bain a un verrou qui fonctionne vraiment. Je pleure pour la première fois depuis que tout cela a commencé, laissant l'eau emporter des semaines de peur et d'épuisement. Et Trinity ne commente pas mes yeux rouges quand je sors enfin. Au jour 18, Arya appelle pour me dire que papa n'est pas approuvé comme placement en raison de l'enquête en cours sur ses messages avec des mineurs. Elle dit que je peux avoir des appels téléphoniques surveillés avec lui si je veux, mais je refuse immédiatement, lui disant que j'ai besoin de me concentrer sur mon propre rétablissement sans m'impliquer dans ses problèmes. Arya semble soulagée quand je dis cela, comme si elle s'attendait à ce que je prenne cette décision, et elle promet de me tenir au courant du dossier contre maman. Le jour 19 apporte une réunion de l'équipe familiale au bureau des services de protection de l'enfance, avec Arya, Trinity, Paisley et Sharon Anderson, tous assis autour d'une table de conférence. Ils me demandent ce dont j'ai besoin, et je leur dis que je veux juste continuer à aller à l'école et ne pas avoir à voir maman. Et tout le monde hoche la tête et le note dans ses différents cahiers. Sharon explique le processus judiciaire et le calendrier en utilisant des mots comme garde temporaire et audience de permanence, que je ne comprends pas entièrement, mais j'acquiesce quand même. Paisley me regarde dans les yeux à travers la table et me donne un petit sourire encourageant. La première fois que je la vois avoir l'air autre chose qu'inquiète. De retour à l'école, mes professeurs me donnent des prolongations sur tous mes travaux manqués et ne posent aucune question sur mon absence de 3 jours ou pourquoi je porte un bonnet en classe. Mademoiselle Larkin me dit doucement qu'elle est fière de moi d'avoir parlé après le cours d'anglais, et je réussis à lui sourire, même si je me sens encore engourdie la plupart du temps. Les autres élèves regardent moins que ce à quoi je m'attendais, ou peut-être que je suis trop fatiguée pour remarquer leur regard maintenant. Le détective Swift appelle la maison de Trinity le jour 20 avec une mise à jour, demandant à me parler directement. Il explique que les enregistrements de l'application espionne, les enregistrements de la caméra et mon témoignage enregistré concordent parfaitement, créant ce qu'il appelle une base de preuves solide. Il dit que le procureur de district est en train de monter un dossier pour surveillance illégale et mise en danger d'enfants, et entendre des termes juridiques officiels appliqués à ce qui s'est passé rend les choses plus réelles d'une certaine manière. Ce n'est plus seulement ma parole contre celle de maman, mais une preuve documentée qu'elle a franchi des lignes à ne pas franchir. Arya me met en contact avec une thérapeute nommée Naomi Dubois, spécialisée dans les traumatismes familiaux. Et lors de notre première séance, elle m'enseigne des techniques d'ancrage pour quand je commence à paniquer. Elle me montre comment me concentrer sur 5 choses que je peux voir, 4 choses que je peux toucher, 3 choses que je peux entendre, 2 choses que je peux sentir et 1 chose que je peux goûter. Je pratique les exercices de respiration qu'elle démontre, en comptant jusqu'à 4 à l'inspiration et 6 à l'expiration, et ils aident réellement, ce qui me surprend car je ne pensais pas que quelque chose puisse améliorer l'anxiété. Naomi ne me pousse pas à parler de tout de suite, se concentrant plutôt sur le fait de me donner des outils pour gérer les attaques de panique qui me frappent au hasard tout au long de la journée. Le jour 22, le téléphone fixe sonne pendant que Trinity et moi préparons le déjeuner, et elle regarde l'afficheur avant de me regarder avec une question dans les yeux. J'hoche la tête car je sais que c'est maman, et l'éviter pour toujours n'est pas réaliste. Et Trinity le met sur haut-parleur tout en envoyant un SMS à Arya pour l'informer que l'appel a lieu.
La voix de maman arrive tremblante et aiguë, demandant si je suis là et disant qu'elle veut juste parler 1 minute. Trinity lui dit que j'écoute et maman commence immédiatement à pleurer, disant que je lui manque et que la maison est tellement vide sans moi et qu'elle se rend à ses rendez-vous comme on lui a dit. Puis, sa voix change et devient plus dure, exigeant de savoir pourquoi j'ai raconté tous ces mensonges aux travailleurs sociaux et à la police. Elle dit que je la fais passer pour folle exprès, que j'essaie de détruire sa vie, tout comme papa a détruit la famille, et je peux entendre le bord de la panique sous la colère. Trinity me regarde dans les yeux et je secoue la tête. Alors elle dit à maman que je dois y aller maintenant et que nous parlerons une autre fois quand elle sera plus calme. Maman commence à crier qu'elle ne peut pas simplement la raccrocher, mais Trinity met fin à l'appel et la cuisine devient silencieuse. À l'exception du son de ma propre respiration. 4 semaines après avoir été retirée de la maison, Aria appelle pour dire qu'une audience du tribunal est prévue et que je dois me rendre au palais de justice du centre-ville. Je m'assois dans une salle d'attente avec Trinity tandis que des avocats en costume passent, portant des dossiers. Et quand mon nom est finalement appelé, je suis Aria dans une salle d'audience où le juge Damon Cross est assis derrière un grand bureau en bois. Il lit les documents devant lui concernant les preuves recueillies et l'évaluation psychiatrique que maman a subie. Et puis il dit qu'il délivre une ordonnance de non-communication temporaire exigeant que maman reste à 500 pieds de moi et de mon école. Il lui ordonne de suivre un programme de traitement psychiatrique et dit que les visites ne seront envisagées qu'après qu'elle l'ait terminé et qu'elle ait fait preuve de stabilité. Et je sens mes épaules s'affaisser et se détendre pour la première fois depuis des mois. Le juge dit également que le tribunal ordonne que je reçoive un nouveau téléphone avec un nouveau numéro auquel maman n'aura pas accès. Et quand nous retournons chez Trinity, elle me tend une boîte avec un tout nouveau téléphone à l'intérieur. Je le regarde dans ma paume. Cette pièce de technologie ordinaire qui me semble incroyablement significative. Pas d'application espionne installée, pas de suivi de localisation. Personne ne surveille chaque message que j'envoie ou chaque application que j'ouvre, et j'ai à peine un souvenir de ce que ça faisait d'avoir une vraie intimité. Trinity me montre comment le configurer et transférer mes contacts, sauf le numéro de maman, et je passe 20 minutes à le tenir et à réaliser que mes messages sont vraiment privés. Ce week-end-là, Jess vient sous les règles de visite de la famille d'accueil qu'Aria a expliquées, et nous nous asseyons dans ma chambre avec la porte vraiment fermée, et nous parlons simplement de choses normales. Elle me parle du drame qui se passe avec certains garçons à l'école et demande si j'ai vu la nouvelle saison de l'émission dont nous parlions, et je suis tellement reconnaissante qu'elle ne fasse pas tout un plat de ce qui s'est passé. Nous parlons des devoirs et des professeurs qui donnent trop de lecture. Et pendant 2 heures, je peux me sentir comme une adolescente normale au lieu de quelqu'un dont la vie s'est effondrée. Après son départ, je réalise à quel point j'avais besoin de cette amitié ordinaire après des semaines où tout était dramatique et terrible et centré sur le traumatisme. Le lundi à l'école, Paisley me trouve entre les cours et me demande si je veux rejoindre un groupe de soutien qu'elle dirige pour les élèves qui ont traversé des situations difficiles. Je lui dis que j'y réfléchirai, mais cet après-midi-là, je me présente à la salle de réunion juste pour voir à quoi cela ressemble. Et il y a 6 autres enfants assis en cercle parlant de leurs expériences. Les entendre décrire leur propre situation me fait me sentir moins seule et moins comme si j'étais la seule personne à avoir géré quelque chose d'aussi compliqué. Et lorsque la réunion se termine, je dis à Paisley que je pense que je vais continuer à revenir. Le détective Swift appelle la maison de Trinity au cours de la semaine 5 pour me donner une mise à jour sur le dossier. Et il s'assied à la table de la cuisine, expliquant que les processus légaux sont très lents. Il dit qu'il est probable que maman reçoive ce qu'on appelle un traitement de déjudiciarisation au lieu d'une peine de prison, ce qui signifie qu'elle devra suivre une thérapie et rester loin de moi, mais qu'elle n'ira probablement pas en prison. Je peux dire qu'il regarde mon visage pour voir si je suis déçue. Et il est honnête que ce n'est pas la justice dramatique que j'aurais pu imaginer dans les émissions de télévision, mais il souligne que l'ordonnance de non-communication et le traitement requis sont de vraies conséquences qui me garderont réellement en sécurité. Et c'est ce qui compte le plus en ce moment. Trinity me dit plus tard cette semaine-là que je peux rester avec elle aussi longtemps que j'en ai besoin, qu'il n'y a pas de pression pour trouver un placement permanent tout de suite. Nous passons le samedi après-midi à peindre ma chambre d'une couleur que j'ai choisie moi-même à la quincaillerie, ce bleu clair qui rend l'espace calme et ouvert. Nous accrochons des affiches que j'ai choisies et rangeons mes livres sur l'étagère. Et c'est le premier espace que j'ai été autorisée à personnaliser depuis des mois, sans que quelqu'un ne surveille et ne contrôle chaque choix. Mettre des décorations et réorganiser les meubles
me donne l'impression de récupérer la propriété de ma propre vie. Prendre des décisions juste parce que je le veux sans me soucier des caméras ou des conséquences. 6 semaines après que tout se soit effondré, je suis allongée dans ma chambre avec la porte fermée à clé de l'intérieur. Et je réalise que je n'ai pas vérifié mon téléphone de manière compulsive depuis des heures. Mes cheveux repoussent comme une courte barbe hirsute que je peux sentir lorsque je passe ma main sur ma tête. Et je ne sursaute plus chaque fois que je reçois une notification. Je peux dormir toute la nuit sans voir les lumières rouges de la caméra clignoter dans mes rêves ou entendre la respiration de maman devant ma porte. Et je n'ai pas eu d'attaque de panique depuis près d'une semaine. Je ne suis pas encore complètement rétablie, et je sais que la guérison va prendre beaucoup de temps, mais je suis plus en sécurité que je ne l'ai été depuis des mois, et cela suffit pour l'instant. Eh bien, c'est la grande finale d'une histoire très moyenne. Si tu regardes toujours, j'admire et je crains ton engagement. Tu pourrais aussi bien t'abonner maintenant parce que, apparemment, tu es dans le coup avec moi. Rendez-vous à la prochaine erreur.